Bonjour, aujourd'hui, les Visigoths. Précipitez-vous sur les Visigoths. Ce sont ceux qui entretiennent la guerre qu'il nous faut vaincre au plus vite. Attila. « 2000 ans d'histoire. De tous les peuples barbares dont les invasions ont provoqué la chute de Rome, les Visigoths sont peut-être ceux dont l'histoire est la plus extraordinaire. Venus, dit-on, de Scandinavie, leur nom apparaît pour la première fois au IIe siècle, lorsque commence pour eux un très long périple à travers l'Europe méridionale. Franchissant le Danube, ils s'installent d'abord à l'ouest de la mer Noire, avant de déferler sur l'Empire romain et être les premiers depuis 8 siècles à réaliser ce dont Hannibal avait rêvé, prendre la ville éternelle, Rome, qu'ils mettent à sac en 410. Puis ils s'établissent à Toulouse, dont ils font la capitale du premier royaume barbare en terre romaine. Un royaume immense, puisqu'il englobe l'Espagne, où les Visigoths disparaîtront de l'histoire, au début du 8e siècle, submergés par les conquêtes arabes. Que de chemins parcourus depuis 5 siècles, depuis l'époque où, sous la pression de ceux qu'ils appelaient des barbares, les sénateurs romains envisageaient déjà de les intégrer dans l'Empire. Sénateur de Rome, Caius Metellus Livius a demandé que nous, Sénat romain, nous accordions à des barbares, à des sauvages, la qualité de citoyens romains et des terres romaines. Que nous traitions ces égorgeurs nomades comme des frères et des égaux. Ils sont des millions qui guettent à nos frontières. Si nous ne leur ouvrons pas nos portes, ils les briseront et ils nous briseront, nous aussi. Nous avons changé le monde. Ne pourrons-nous pas nous changer nous-mêmes ? Oui, le temps est venu. Que la guerre s'efface devant la paix romaine. Joël Schmitt, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste de l'Antiquité romaine. Alors on vient d'entendre l'extrait d'un film, La chute de l'Empire romain, dont l'action se passe à l'extrême fin du IIe siècle. C'est l'époque où l'Empire romain se demande ce qu'il doit faire de tous ces barbares qui le menacent sur ses frontières orientales. Et parmi eux, il y a les Visigoths, dont l'histoire est peu connue alors qu'elle est tout à fait passionnante. Elle commence donc en Scandinavie. Qu'est-ce qui les a poussés à quitter un peu le berceau de leur peuple pour aller justement vers le sud et puis vers Rome notamment ? Le berceau en fait initial, c'est probablement la Caspienne et la Scythie, c'est-à-dire qu'il allait beaucoup plus au sud et ils ont été poussés comme tous ces peuples barbares par d'autres peuples barbares. Donc ils se sont retrouvés très vite en Scandinavie et puis après probablement il y a eu probablement des pirates saxons et qu'ils les ont repoussés parce que c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Ils sont toujours poussés les uns les autres. Alors ils ont été poussés à travers la Scandinavie, puis la Baltique, puis la Germanie et en plus ils se sont retrouvés comme vous le disiez d'ailleurs sur le Danube. Leur parcours en 3 siècles. Mais alors sur le Danube, disons que c'est aux environs, autour de la Roumanie actuelle. Voilà. Bon, ils s'établissent pendant assez longtemps, et puis tout à coup, il y a un des rois visigoths qui décide de partir à l'assaut de Rome et de l'Empire romain. Oui, ils s'établissent, c'est-à-dire qu'ils sont colons romains, ils sont colons, les Romains l'enfant des colons, c'est-à-dire que essayent de les fixer, les installent leur nomadisme, pour défendre finalement les frontières qu'ils sont incapables même de défendre. Et à un moment donné, Alaric Ier, évidemment, d'ailleurs essaye de négocier avec Constantinople à un moment donné, avec Théodose, l'empereur, puis n'y arrive pas. Il y a un va-et-vient de peuples visigoths qui passent à travers tout l'Europe centrale et qui finalement se retombe sur Rome. Et en 410, il y a ce fameux sac de Rome qui est C'est un personnage étonnant, Alaric, parce que en l'espace de quelques années, il n'a pas seulement pris Rome en 410, mais un peu avant, il a pris Athènes, c'est-à-dire toutes les grandes capitales de l'Antiquité tombent entre les mains de ces Visigoths. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont piller, parce qu'ils mettent Rome à sac. Ils vont piller pendant 3 jours, mais ça, le pillage est d'ailleurs complètement compris, dirais-je, dans un siège. Ça ne fait partie de l'usage. On pille Rome. D'ailleurs, il y a une négociation entre le pape Léon
2 ou 3, je crois, et Alaric qui se retrouve sur la tente pour savoir comment on va piller Rome. Enfin, c'est-à-dire, ça fait partie des usages. Et oui, Alaric, c'est-à-dire, a donné, à mon avis, aux Visigoths l'image d'être un peuple. C'est-à-dire qu'il a donné aux Visigoths, je dirais, le début d'un nationalisme. Un peuple chrétien, il faut le rappeler. Alors, c'est un peuple chrétien, mais un peu particulier, puisqu'il est converti à l'hérésie arienne. À l'hérésie arienne, on ne peut pas s'y étendre. C'est simplement le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas de même nature. Et ni la divinité du Christ. Voilà. Et le Christ serait une sorte de prophète. Et c'est pour ça d'ailleurs, entre l'arianisme et l'islam, il y a certainement des relations et des points communs. Alors après le sac de Rome, Joël Schmitt, les Visigoths deviennent des alliés de Rome. Alaric meurt. Il avait tenté de conquérir la Sicile et puis il devient un allié des Romains. Enfin, les Visigoths deviennent des alliés des Romains qui les envoient à Toulouse. Mais ils les envoient à Toulouse, dans le sud de... Enfin, dans l'Occident de leur empire, parce qu'ils sont incapables, évidemment, de contrôler tout. Donc, étant repliés, finalement, avec les barbares qui arrivent de l'Est, vers l'Ouest, ils ne peuvent rien faire. Or, il ne faut pas l'oublier, ils se trouvent à l'Ouest, il y a des pirates saxons, il y a les Suèves en Ibérie. Donc, les Visigoths vont devenir un peu des policiers, la milice. La milice armée, ils sont 8000, à peu près 8000 soldats. Ils sont 100 000 personnes, mais il y a 8000 soldats. Et ces 8000 soldats sont la milice armée de Rome qui, ils font des opérations de police. Il y a la bagauderie, les fameux bagots une sorte de jacquerie perpétuelle, et qu'on va réprimer. Si bien que finalement, les Visigoths vont être très bien reçus, et également par les propriétaires terriens gallo-romains de l'endroit, en se disant, on a des gens qui nous défendent. Oui. Donc, nous étions seuls, il n'y a plus de Romains, et brusquement, il y a les Visigoths qui sont de notre côté. Ils vont se battre effectivement contre tous les peuples qui, comme eux d'ailleurs, sont des barbares, voilà. viennent de l'Est. Les Suèves qui sont repoussés en Galice, voilà. Les Alains en Lusitanie, les Vandales qui sont envoyés, qui sont repoussés par les Visigoths en Afrique du Nord, et puis les Huns. Car il ne faut pas oublier que si effectivement la France, enfin elle ne s'appelle pas encore comme ça, est épargnée par l'offensive d'Attila, c'est parce que le roi Théodoric s'est battu aux côtés des Romains au champ catalonique, contre les Huns. Oui, en 1451, c'est vrai qu'il y a une sorte d'union sacrée qui se fait entre les Romains, alors les Romains commandés par Aetius, qui est une sorte de vice-empereur de l'Occident, et comme vous disiez, il y a les Alains, il y a les Visigoths, il y a les Francs, il y a les Burgondes, il y a tout le monde, mais les Visigoths qui payent de leur personne, puisque Théodoric Ier, le roi, est tué à la bataille des champs cataloniques. Alors, lorsque les Romains, peu de temps après, lorsque l'Empire romain d'Occident, en tout cas, disparaît, Théodoric, enfin pas Théodoric puisqu'il est mort, mais ses successeurs, les Visigoths, font de cette région du sud-ouest de la France un royaume indépendant. Oui, c'est exactement ça, parce qu'ils étaient au début alliés, amis du peuple romain, selon la belle expression. Et après, évidemment, en 476, il y a la disposition de Romulus Augustulus par Odoacre, chef des Hérules, et plus d'empire romain d'Occident, il n'y a plus qu'un empire romain d'Orient. Donc, tout est à prendre. Alors, il y a les Ostrogoths qui s'installent en Italie, et les Visigoths qui s'installent dans le sud-ouest de la France, et qui essayent d'ailleurs de grignoter peu à peu la Provence, et au sud et au nord, et aller jusqu'en Auvergne. Ostrogoths et Visigoths, d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais c'est deux peuples cousins. C'est des cousins, ils ont contariens tous les deux aussi, d'ailleurs. Ils sont d'hérésie arienne. Ils ont cousins, mais cousins éloignés. Et puis ennemis quelquefois. C'est pas des cousins germains. D'accord. Alors justement, donc, les Visigoths font de leur royaume. Ce royaume est immense d'ailleurs. La capitale, c'est Toulouse. Mais ça va. Je ne sais pas si les Toulousains savent qu'effectivement, ils ont été Visigoths pendant un peu plus d'un siècle. Mais c'est un empire qui va très loin, qui va même en Espagne. Oui. Ah oui. Alors il déborde sur les Pyrénées, et il va jusqu'à Barcelone, jusqu'à Tolède. D'ailleurs, on verra plus tard que cette Espagne sera très importante pour eux. Et ils montent jusqu'à la Loire. Poitiers est intégré au royaume Visigoth de Toulouse. Alors justement, ce royaume aura plusieurs rois, bien entendu, et parmi eux, Théodoric II, dont on sait beaucoup de choses grâce à un écrivain gallo-romain, la revue de texte Stéphanie Duncan. Oui, tout ce qu'on sait, ou presque sur la Gaule, même la fin du 5e siècle, et sur ces Visigoths, on le doit à un certain Sidoine Apollinaire, écrivain, poète, homme politique d'origine lyonnaise, d'une très grande culture, capable par exemple de déclamer par cœur des passages entiers de l'Iliade ou de l'Odyssée. Eh bien cet homme, donc assez exceptionnel pour l'époque, est un familier de Théodoric II à Toulouse. Alors d'abord, pour donner un peu de chair à ces personnages, si éloignés de nous, voilà comment cet Apollinaire nous le décrit physiquement. Et il a l'air plutôt séduisant, vous allez voir, ce roi Visigoth.
Sa taille est bien proportionnée. Son menton, sa gorge, son cou sont sans obésité, mais d'une chair ferme, dont la peau est blanche comme le lait. Il a les épaules bien faites, le ventre rentré, la poitrine saillante, ses cuisses sont dures comme la corne. Ses cheveux, selon la coutume de sa nation, descendent en boucle sur ses oreilles, ses dents montrent une blancheur comparable à celle de la neige. Il est très présent, vous ne trouvez pas? Et est-ce que vous imaginez aujourd'hui, Patrice, un journaliste décrivant avec autant de détails un président ou un Premier ministre? Oh, il y en a quelques-uns. Oui, mais quand même, Qui la sont très cuisse, complaisants. les Ah oui, épaules, le d'accord. ventre. Bon. Ensuite, le catholique Apollinaire donc précise que ce Théodoric II, lui, est chrétien arien. Il se rend aux cérémonies de ces prêtres qui ont lieu avant le jour et il y apporte beaucoup d'exactitude. Toutefois, il est aisé de s'apercevoir que ces marques extérieures sont plutôt une affaire d'habitude que de piété véritable. Alors bien sûr, ce roi en vrai barbare aime la chasse au tir à l'arc, qui est un emblème de la puissance visigothique. Il joue volontiers aux dés et il aime aussi les festins, les grands festins. Mais ceux-ci ne ressemblent en rien aux orgies romaines. On ne voit point ici, précise Apollinaire, de serviteurs essoufflés, charger une table qui fléchit sous le poids d'une vieille argenterie. On estime les mets pour leur goût et non pour leur cherté. On a plutôt soif d'ailleurs, vu la rareté de la circulation des coupes et des patères. Alors les Visigoths apparaissent comme un peuple civilisé et raffiné et sans complexe par rapport à Rome. En un mot, dit-il, on trouve dans ces repas l'élégance de la Grèce, l'abondance des Gaules, la célérité de l'Italie, la pompe d'une cérémonie publique, unie aux soins d'une table privée, à l'ordre qui sied à la demeure d'un roi. Alors pour ce qui est de la culture et des arts, emblème indispensable de tout souverain soucieux de son image, Sidoine Apollinaire ne nous dit pas si ce roi wisigoth sait lire et s'il possède des livres. En tout cas, Théodoric a des goûts musicaux très précis. On n'entend jamais à la cour résonner les orgues hydrauliques. C'est un instrument de musique inventé par les Gaulois. Point de lyre, point de flûte, ni de femmes jouant du tympan ou de la cithare. Non, ce qu'aime ce roi, ce sont les instruments dont les accords s'adressent directement à l'âme, tout en charmant les oreilles. C'est étonnant, Joël Schmitt, ce portrait donc par Sidoine Apollinaire de Théodoric II, parce qu'on est très loin de l'image que l'on se fait des Goths en général, des Visigoths en particulier, des barbares, comme on les a appelés longtemps. Là, c'est vraiment un roi et une cour très raffinée. Mais vous avez raison. Et pourquoi? Parce qu'en fait, tous ces rois dits barbares n'ont qu'une idée, c'est d'imiter la cour de Rome. Et donc tous, que ce soit les Burgondes, les Francs, ils vont tous vouloir imiter les Romains. D'ailleurs, on le verra bien plus tard, Clovis se faisant reconnaître avec les insignes consulaires. Donc ils ont toute leur idée, c'est cela. Donc et leur administration, les municipes, il y a des consuls autour des rois barbares. Donc ils ont Ils maintiennent toute l'administration romaine. Et non seulement ils la maintiennent, mais ils la veulent et ils veulent considérer comme des empereurs romains. C'est d'où la qualité finalement de leur vie par rapport à ce qu'on peut penser. Et ce que dit et Théodoric II d'ailleurs est un homme très instruit, puisque vous avez posé la question. Il a été d'ailleurs instruit par le beau-frère de Sidoine Apollinaire qui s'appelle Avitus, qui sera empereur de Rome et qui a été son précepteur. Donc il a été inscrit aux lettres romaines. Il a beaucoup été question, Joël Schmitt, vous l'avez entendu, de nourriture. Il paraît qu'on mange encore des plats visigoths à Vouillers, là où plus tard les Visigoths se feront battre par Clovis. Parce que vous m'avez dit tout à l'heure que vous êtes rendu. C'est ce que j'ai fait. C'est quoi les menus? Alors les menus, c'est du rôti de porc avec beaucoup d'ail, beaucoup d'épices, des vins très épicés avec de la cannelle, de la ciboulette, du fromage blanc. Bien sûr pas de sucre, mais des poires avec beaucoup de miel. Donc voilà, c'est ce que j'ai mangé avec beaucoup de. Et c'est le centre d'ailleurs des recherches culinaires médiévales qui s'en occupe à Poitiers. Alors à Vouillers, donc près de Poitiers, où vous avez déjeuné visigoth, si je puis dire. Vouillers, ça s'appelle Vouillers-la-Bataille, c'est le lieu d'une bataille contre les Francs. Car ce qui se passe, une fois qu'ils ont pris leur indépendance, les Visigoths cherchent à agrandir évidemment leur domaine et à unifier la Gaule. Or, il y a un redoutable concurrent qui est Clovis, qui veut en faire autant à partir du nord et avec les Francs. Alors qu'est-ce qui fait que c'est finalement Clovis qui l'a emporté? Mon Dieu, on pourrait dire que c'est la conversion de Clovis au catholicisme et pas à l'arianisme. Clovis se serait converti à l'arianisme, il n'aurait pas eu
pour aide et pour pouvoir, à l'intérieur comme 5e colonne, puis peut-on dire à l'intérieur du royaume wisigoth, tous les évêques catholiques qui se trouvent encore à l'intérieur du royaume wisigoth et qui demandent de l'aide en disant venez nous sauver, c'est une croisade, venez nous libérer, vous êtes catholiques, nous sommes envahis par les Visigoths autour de nous qui sont des Ariens, venez nous libérer. Voilà, je pense que c'est ça, c'est la conversion de Clovis au catholicisme et pas à l'arianisme. Ça, c'est vraiment le coup politique tout à fait extraordinaire. Enfin, la libération, c'est aussi donc la défaite des Visigoths à la bataille de Vouillé et la mort de Alaric II. Contre Clovis. Les Visigoths ne disparaîtront pas pour autant, ils vont se replier sur l'Espagne. France Inter, 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet. C'était un chant de l'église romaine daté du VIe siècle et interprété par l'ensemble Organum dirigé par Marcel Pérez. Donc c'était une musique de l'époque des Visigoths et de l'époque où les Visigoths, à la suite de la bataille de Vouillé, Joël Schmitt, se replient sur leur domaine espagnol et vont faire de leur capitale non plus Toulouse mais Barcelone ou Tolède. Tolède, les deux, ça va être peu à peu les deux. Mais ils vont se replier aussi sur la Catalogne, c'est-à-dire qu'il va y avoir un petit, c'est la Novem Populani, donc autour de Perpignan, qui va rester aux mains des Visigoths, qui ne sera pas intégré dans l'empire de Clovis. Et ils vont rester 2 siècles en Espagne. Il faut le rappeler, c'est assez extraordinaire. Les Espagnols donc ont des souches aussi visigothiques. Comment se fait-il qu'un peuple, vous nous avez donné le chiffre, la population visigothe environ, c'était 100 à 150 000 personnes, puisse comme ça subjuguer un pays, l'Espagne, dont la population aussi autour de 10 millions d'habitants à l'époque. Oui, mais elle est très divisée. Je pense que les Visigoths, comme je le disais tout à l'heure, ont un sens d'être une nation en eux-mêmes, et donc et puis il y a une organisation, ils ont des codes, ils ont le code de Ric, donc ils ont un certain nombre de choses qui font qu'ils ont une puissance d'organisation, d'administration tout à fait extraordinaire, qui fait qu'ils vont pouvoir dominer très facilement tous ces peuples divisés. Alors ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, je pense, c'est finalement aussi l'arianisme. Ne pas oublier quand même que l'Espagne a été traversée par les Vandales, qui sont eux-mêmes aussi ariens, qu'il y a certainement des structures... Tous les peuples barbares d'ailleurs étaient quasiment des ariens, sauf les Francs quand Clovis. Ils ont dû trouver d'ailleurs au sein de l'Espagne certainement aussi déjà du clergé, un clergé arien. Je pense qu'il a dû les aider. Je pense que tout ça, ce sont un peu des hypothèses, mais je pense que tout ça a dû certainement jouer en faveur des Visigoths et de leurs 2 siècles effectivement de domination espagnole. En tout cas, ils se convertissent. Enfin, leur roi, Recared, se convertit en 587. Il se convertit au catholicisme, fini l'arianisme. On dit que c'est de 587 que date la naissance de la nation espagnole. Oui, est-ce qu'on peut le dire, ça? Pourquoi pas? Autour des Visigoths. Parce que à cause du catholicisme, parce que nous, la France est peut-être la fille aînée de l'Église, mais je pense que l'Espagne l'est aussi assez proche. Donc, je pense que c'est à cause de justement cette conversion qu'on peut le dire. De là, c'est vrai que alors si on veut faire un petit peu d'ethnologie, mais à caractère peut-être quelquefois un peu douteux, mais c'est vrai qu'il y a en Espagne, dans le centre de l'Espagne, beaucoup de types de féminins et masculins qui sont de blonds aux yeux bleus. Mais en Afrique du Nord avec les Vandales, c'est pareil. Les Vandales, c'est pareil, exactement, tout à fait. Donc, comme en Kabylie, il y en a. Je veux dire, donc c'est vrai peut-être que les Visigoths forment le noyau finalement de l'Espagne, de l'Espagne de toujours. Après Recared, il y aura encore, je crois, environ 16 rois qui vont se succéder. Pour la succession, alors là, c'est quelque chose d'assez spécial. La plupart du temps, on assassine le roi qui précède pour lui succéder. Et on ne peut pas faire
faire autrement parce que c'est les lois germaniques, les coutumes germaniques, qui se trouvent qu'il n'y a qu'un seul successeur. C'est-à-dire que on ne peut pas diviser le patrimoine. Alors, quand il y en a un seul, il assassine tous ces rois. D'ailleurs, Clovis n'a pas fait autrement. Il était fils unique, mais il avait des cousins qui tenaient aussi des royaumes. Il les a tous à Soissons, etc., ou à Cambrai, il les a tous fait assassiner. Parce que c'est la loi. Il y avait des gens que la couronne pouvait intéresser quand on savait comment ça se terminait. Ah oui, il faut croire. Vous savez, le pouvoir, ça intéresse toujours beaucoup les hommes. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, tous ces rois, donc, se succèdent jusqu'au dernier, qui s'appelait Rodrigue. Oui, Rodrigue, oui, le fameux Rodrigue. Mais c'est pas le même, hein. C'est pas le même. Non, tout à fait. Mais c'est intéressant parce que vous parliez de père de la nation espagnole. Rodrigue est un peu le père de la nation espagnole. Comme par hasard, le dernier roi wisigoth est aussi un Rodrigue. C'est une fabuleuse coïncidence et concours de circonstances. Et oui, en 711, d'ailleurs, c'est à ce moment-là, au moment de l'occupation des Visigoths par les Arabes, l'Espagne par les Arabes. C'est à ce moment-là que les Visigoths disparaissent. Et disparaissent, s'évanouissent. Vous parliez d'évanouissent, oui, ils s'évanouissent. Ils ne m'ont pas laissé grand-chose. Attendez, parce que il faut rappeler quand même ce qui s'est passé. En 711, effectivement, les musulmans envahissent l'Espagne. C'est un certain Tariq qui, effectivement, traverse le détroit qui s'appelle Gibraltar à cause de Tariq d'ailleurs, parce que c'est Djebel el-Tariq, le rocher de Tariq. Ils traversent le détroit et puis ils écrasent effectivement ce fameux Rodrigue, le dernier roi des Visigoths, sur les rives du Guadalete. Et là, il y a effectivement... on a l'impression que le peuple wisigoth s'évanouit, s'évapore, il disparaît. 150 000 personnes, qu'est-ce qu'ils deviennent? Oui, parce que, de toute façon, il faut bien pas l'oublier, ça s'est retrouvé quand même dans le sud-ouest la même chose, quand ils étaient en Gaule, dans la Gaule du sud-ouest, ils étaient par petits morceaux, par petits groupes, ils ne formaient pas de grandes entités. Donc là, ils doivent être aussi très dispersés à travers toute l'Espagne, et ils n'ont plus de liens les uns entre les autres, ce sont des petites entités qui vont se mêler peu à peu au peuple indogène. Donc, je crois que c'est pour ça qu'ils ont disparu. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui reste d'eux? Un petit peu du côté de l'archéologie, distinguons peut-être le sud-ouest de la France de l'Espagne proprement dit. Oui, dans le sud-ouest où ils ont régné effectivement pendant environ un siècle, est-ce qu'il y a des monuments? Il n'y a plus de monuments, mais il y a des monuments qui ont qui sont du 5e siècle et qui ont ou 5e, 6e siècle et qui ont une caractéristique orientale, avec des fleurs, des feuilles dans les voussures, etc. Ce qui montre quand même que l'influence visigothique montre que c'est un peuple oriental qui est revenu de Scandinavie, mais dont le patrimoine est resté oriental. Ça, c'est la première chose. Et puis, alors, des choses très intéressantes, c'est la toponymie. Alors, la toponymie dans le sud-ouest est tout à fait passionnante parce que on s'aperçoit que tous les noms en Goud, Goudal, etc., Goudaï, il y a beaucoup de petits villages ou de lieux-dits, c'est Go. Hein. Et ils ont aussi des alliés, les Visigoths, qui sont vraiment liés avec eux. C'est les Sarmates, par exemple, et les Taïfal. Eh ben, on a un petit village qui s'appelle Toufal. On a un village qui s'appelle Sarmat. Est-ce qu'il ne reste pas aussi un particularisme occitan, ou en tout cas du sud-ouest, qui explique plus tard, par exemple pendant effectivement la croisade des Albigeois et les Cathares, qui explique que on n'aime pas trop dans le sud ces barbares du nord, les Francs, qui viendront bien plus tard pour écraser le catharisme. Mais je pense que vous avez raison, que comme si ce sud-ouest suscitait finalement un particularisme et une sorte de nationalisme très hostile à tout ce qui vient du septentrion. Les Cathares, bien sûr, avec la conquête par les Capétiens et Simon de Montfort, mais aussi, comme vous dites, les Francs par rapport aux Visigoths. Et comme par hasard aussi, comme il y a des hérésies qui s'installent aussi du côté de cette région. C'est aussi intéressant. Les Visigoths sont des Goths. Qu'est-ce qui fait que très longtemps après la disparition des Ostrogoths et des Visigoths, on parle d'art gothique pour parler d'un art qui apparaît au début de ce millénaire? Vous dites très Quel longtemps. rapport? Vous avez très longtemps, vous avez raison de dire ça, parce qu'en fait, on parle d'art gothique à partir du 16e ou du 17e. C'est donc relativement tardif, pour mépriser ce qui s'est fait au Moyen-Âge. C'est la Renaissance, en fait, qui lance cette ère-là. Ça veut dire, c'est un art dégénéré, c'est un art qui a oublié l'Antiquité romaine et grecque, toute cette grâce et cette harmonie. C'est ça, c'est un art méprisant, c'est un terme de mépris. C'est pour ça qu'on
qu'on l'a appelé l'art gothique, mais c'est un terme qui vient très très tard, donc 16e, 17e. Oui, parce que les Goths n'en sont pas à l'origine. Ah ben non, ils ont disparu bien avant. Mais rien à voir, mais on dit gothique gothiques. parce que, en fait, on fait un grand amalgame, on n'a pas grand sens de la chronologie probablement historique à ce moment-là, mais c'est tout. C'est simplement pour désigner un art barbare. Pour l'ego égale barbare. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, Joël Schmitt, c'est le trésor d'Alaric. Ce qu'il aurait ramené de Rome après l'avoir pillé, on ne sait jamais, je crois, ce qu'est devenu ce fameux trésor qui devait être conséquent quand on sait que Rome a été mise à sac par les Visigoths. Bien sûr, c'est vrai qu'Alaric II a dû reprendre d'ailleurs le trésor qui avait été pillé à Jérusalem par Titus en 79 après Jésus-Christ. Et il y a beaucoup de suppositions et on a pensé qu'il était peut-être à Rennes-le-Château pour 1000 raisons. Il y a beaucoup de livres qui paraissent sur les trésors d'Alaric, mais en fait on l'a encore jamais trouvé. Il s'est trouvé qu'au début du siècle, il y a un curé qui est devenu brusquement très riche, on n'a jamais compris pourquoi, c'est à Rennes-le-Château. Donc il a dépensé un argent fou, on s'est dit il a trouvé certainement le trésor d'Alaric. Mais depuis on n'a plus rien retrouvé, mais on cherche toujours du côté de l'Ariège, peut-être Montségur d'ailleurs, le catharisme et les cathars, il y a peut-être un trésor aussi derrière tout cela, on ne sait pas. Eh bien, le mystère demeure. Merci Joël Schmitt en tout cas de nous avoir rappelé cette histoire des Visigoths. Vous êtes l'auteur, je le rappelle précisément, de Le Royaume des Visigoths d'Occitanie aux éditions Perrin, et vous avez également publié cette année une biographie de Cicéron chez Pygmalion. À lire également sur le même sujet, Les Goths de René Musso-Goulard, publié aux éditions Atlantica, Les Lettres de Sidoine Apollinaire aux éditions Les Belles Lettres et Histoire des Goths de Herwig Wolfram, préfacé par Pierre Richet et publié chez Albin Michel. Vous avez pu entendre des extraits du film de Anthony Mann, La chute de l'Empire romain, distribué par Samuel Bronston Productions. Et puis vous pouvez retrouver, vous le savez, la bibliographie de l'émission en contactant le service des relations avec les auditeurs 08 36 68 10 33, 2 francs 21 la minute. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Philippe Duclos et Sandrine Laurent. Documentation, Rebecca de Nantes et Christine Villarcan. Revue de texte, Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne Kobilac. Une émission de Patrice Gélinet.